Commençons par comprendre pourquoi nous avons besoin des CNNS. Les réseaux de neurones traditionnels, comme les perceptrons multicouches ou MLP, traitent les images comme des vecteurs plats à une dimension. Cela signifie qu'ils perdent complètement les relations spatiales entre les pixels. Par exemple, si vous avez une image de 28 par 28 pixels, un MLP la transformerait en un vecteur de 784 valeurs, ignorant totalement que certains pixels sont voisins. Cette approche conduit à une mauvaise précision, car elle ignore la localité des pixels, les contours et les patterns visuels. Les CNNS résolvent ce problème en préservant la structure originale de l'image avec ses hauteurs, largeurs et canaux de couleurs. Ils utilisent une connectivité locale pour détecter des caractéristiques significatives, ce qui les rend beaucoup plus efficaces pour les tâches de reconnaissance de patterns. Alors, qu'est-ce qu'un CNN exactement ? Un réseau de neurones convolutifs est une architecture de deep learning spécialement conçue pour traiter des données ayant une structure en grille, comme les images. La beauté des CNNS réside dans leur capacité à apprendre automatiquement des caractéristiques spatiales. Ils peuvent détecter des contours, des textures, des formes, et même des objets complexes, tout cela de manière hiérarchique. Les premières couches apprennent des caractéristiques simples, comme les lignes et les bords, tandis que les couches plus profondes combinent ces éléments pour reconnaître des structures plus complexes. Aujourd'hui, les CNNS constituent la fondation de la plupart des applications modernes de vision par ordinateur. Voici une vue d'ensemble de l'architecture typique d'un CNN. Le flux de données suit un chemin bien défini. L'image d'entrée passe d'abord par une couche de convolution, puis par une fonction d'activation relue, suivie d'une couche de pooling. Ce bloc peut être répété plusieurs fois pour extraire des caractéristiques de plus en plus abstraites. Ensuite, les feature maps sont aplatis en un vecteur, qui est traité par des couches entièrement connectées ou couches denses, pour produire la sortie finale. Ce diagramme illustre ce pipeline que nous allons détailler dans les prochaines diapositives. Examinons maintenant chaque composant de l'architecture CNN en détail. Premièrement, la couche de convolution. C'est le cœur du CNN. Elle applique des filtres, aussi appelés kernels, à l'image pour extraire des caractéristiques comme les contours, les lignes et les textures. Chaque filtre crée ce qu'on appelle une feature map. Deuxièmement, la fonction d'activation, généralement relue. Elle introduit la non-linéarité dans le modèle, permettant au réseau d'apprendre des patterns complexes. Troisièmement, la couche de pooling. Elle réduit la taille des feature maps, ce qui diminue le coût computationnel et aide à prévenir le surapprentissage. Le max pooling est la méthode la plus courante. Quatrièmement, la couche flatten. Elle convertit les feature maps seconds en un vecteur 1D. Enfin, les couches entièrement connectées, qui effectuent la classification finale basée sur les caractéristiques extraites. Parlons maintenant de l'entrée d'un CNN. Le point de départ est une image brute représentée sous forme de tenseur. La structure d'une image est définie par 3 dimensions, la hauteur, la largeur et le nombre de canaux. Pour une image RGB, nous avons 3 canaux correspondant aux couleurs rouge, vert et bleu. Par exemple, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, une image RGB de 4 par 4 pixels serait représentée comme un tenseur de dimension 4 x 4 multiplié par 3. Cette représentation tensorielle permet au CNN de préserver et d'exploiter les relations spatiales entre les pixels voisins. Avant d'aller plus loin, comprenons ce qu'est la convolution d'un point de vue mathématique. La convolution est une opération mathématique qui combine 2 fonctions, ou matrices, pour produire une troisième fonction. Cette nouvelle fonction exprime comment la forme de l'une est modifiée par l'autre. Dans le contexte des CNNS, nous multiplions l'image d'entrée par des filtres pour produire des feature maps. Cette opération capture les caractéristiques locales importantes et constitue l'opération fondamentale derrière l'extraction de caractéristiques. C'est grâce à cette opération que les CNNS peuvent détecter des patterns à différentes échelles dans l'image. La couche de convolution est le premier bloc constitutif d'un CNN. L'opération de convolution utilise un kernel ou filtre, qui est une petite matrice qui glisse sur l'image. Voici comment ça fonctionne. Pour chaque position du filtre sur l'image, nous effectuons une multiplication élément par élément entre le filtre et la région correspondante de l'image. Puis nous additionnons tous les résultats. Cette somme devient une valeur unique dans la feature map. Chaque filtre apprend à détecter des patterns spécifiques. Certains filtres détectent les bords horizontaux, d'autres les bords verticaux, d'autres encore les coins ou les courbes. C'est cette diversité de filtres qui permet au CNN de capturer une grande variété de caractéristiques visuelles. Parlons plus en détail des filtres, aussi appelés kernels. Les filtres sont de petites matrices contenant des poids et des biais. Ces poids sont partagés à travers toute l'image, c'est ce qu'on appelle le partage de poids ou weight sharing. Ce partage de poids est très important, car il réduit considérablement le nombre de paramètres à apprendre, rendant le réseau plus efficace et moins sujet au surapprentissage. Chaque filtre est spécialisé pour extraire un pattern particulier. Certains détectent les bords, d'autres les textures, d'autres encore les formes. Quand nous utilisons plusieurs filtres, nous obtenons plusieurs feature maps, chacune capturant un aspect différent de l'image. Voyons un exemple concret pour mieux comprendre. Imaginons une image en niveau de grille de 32 par 32 pixels représentant un chiffre manuscrit.
Les valeurs de ces pixels forment une matrice seconde. Nous appliquons un filtre 3 par 3 à cette image. Dans les diagrammes, les poids du kernel peuvent être représentés par 1 pour les cellules blanches et 0 pour les cellules noires. Une question importante se pose. Est-ce que nous choisissons manuellement ces poids? La réponse est non. Ces poids sont appris automatiquement pendant l'entraînement grâce à la rétropropagation. C'est ce qui rend les CNNS si puissants. Ils découvrent même quels filtres sont les plus utiles pour la tâche à accomplir. Détaillons maintenant le fonctionnement précis de l'opération de convolution. Le processus se déroule comme suit. Premièrement, nous plaçons le filtre 3 par 3 en haut à gauche de l'image. Ensuite, nous multiplions chaque valeur du kernel avec le pixel correspondant de l'image. Puis, nous additionnons tous ces produits pour obtenir un seul pixel de la feature map de sortie. Après cela, nous déplaçons le filtre vers la droite d'un pas, appelé stride. Nous répétons l'opération. Quand nous atteignons le bord droit, nous descendons d'une ligne et recommençons depuis la gauche. Ce processus continue jusqu'à ce que toute l'image soit couverte. Le résultat forme une nouvelle matrice appelée feature map convoluée. Le stride est un paramètre crucial dans la convolution. Le stride représente le nombre de pixels de déplacement du filtre à chaque pas. Avec un stride de 1, le filtre se déplace d'un pixel à la fois. Cela produit des feature maps de haute résolution avec beaucoup de détails. Avec un stride supérieur à 1, le filtre saute des pixels. Cela réduit la taille de la sortie, accélère les calculs, mais au prix d'une perte de certains détails. Le choix du stride est un compromis entre résolution et efficacité computationnelle. Un stride 2 réduit chaque dimension de moitié. Le padding est une autre technique importante dans les CNNS. Le padding consiste à ajouter des pixels supplémentaires, généralement des zéros, autour de l'image d'entrée. Pourquoi utiliser le padding? Il y a 3 raisons principales. Premièrement, il préserve les dimensions spatiales après la convolution. Deuxièmement, il empêche le rétrécissement progressif des feature maps. Troisièmement, il permet au filtre de traiter correctement les pixels des bords. Il existe 3 types de padding. Le valid padding, ou pas de padding, où la dernière convolution est ignorée si les dimensions ne s'alignent pas. Le same padding, qui garantit que la sortie a la même taille que l'entrée. Le full padding, qui augmente la taille de la sortie en ajoutant plus de 0 au bord. Voyons maintenant comment calculer la taille de la sortie. La taille de la feature map de sortie dépend de plusieurs facteurs. La taille du kernel, par exemple 3 par 3. Le stride, c'est-à-dire le pas de déplacement du filtre. Le padding si nous ajoutons des pixels autour de l'image ou non. La formule est taille de sortie égale taille d'entrée. Taille du kernel, plus 2 multiplié par padding, tige stride plus 1. Plus le stride est grand, plus la feature map de sortie sera petite. Ce calcul est essentiel pour concevoir l'architecture d'un CNN et s'assurer que les dimensions sont cohérentes entre les couches. Parlons maintenant de la fonction d'activation, en particulier ReLU. ReLU, pour Rectified Linear Unit, est la fonction d'activation la plus utilisée dans les CNNS. Elle est définie simplement comme f de x égale max, 0, x. Cela signifie que toutes les valeurs négatives sont remplacées par 0, tandis que les valeurs positives restent inchangées. L'avantage principal de ReLU est qu'elle aide à prévenir le problème du gradient qui disparaît, un problème courant avec les réseaux profonds. De plus, ReLU est très rapide à calculer, ce qui accélère l'entraînement. La couche de pooling est un autre composant essentiel des CNNS. Son rôle est d'extraire les caractéristiques les plus importantes des feature maps tout en réduisant leur taille. Pourquoi le pooling est-il important? Il réduit la dimensionnalité, ce qui diminue le coût computationnel. Il aide à contrôler le surapprentissage. Il rend la détection plus robuste au petit décalage dans l'image. Il existe plusieurs types de pooling. Le max pooling sélectionne la valeur maximale dans chaque région. Le sum pooling additionne les valeurs. L'average pooling calcule la moyenne. Par exemple, appliquer un max pooling 2 par 2 avec un stride de 2 réduit la taille de la feature map de moitié dans chaque dimension. La couche flatten joue un rôle simple mais crucial. Après les dernières couches de convolution et de pooling, nous avons des feature maps en secondes. La couche flatten convertit ces feature maps secondes en un vecteur 1D. Cette transformation est nécessaire car les couches entièrement connectées qui suivent attendent un vecteur en entrée, pas une matrice. C'est un peu comme dérouler une image. Nous prenons toutes les valeurs des feature maps et nous les alignons en une seule longue séquence. Cette séquence contient toutes les caractéristiques extraites par les couches précédentes, prêtes à être utilisées pour la classification. Les couches entièrement connectées, ou denses, forment l'étape finale d'un CNN. Voici comment elles fonctionnent. Les feature maps seconds sont d'abord aplatis en un vecteur 1D par la couche flatten. Ce vecteur passe ensuite à travers une ou plusieurs couches denses, souvent avec l'activation ReLU. Finalement, une couche softmax produit les probabilités pour chaque classe. Par exemple, pour la reconnaissance de chiffres manuscrits, la sortie serait un vecteur de 10 probabilités, une pour chaque chiffre de 0 à 9. La classe avec la probabilité la plus élevée devient la prédiction finale du réseau.